Bonsoir, alors dans cette vidéo, je vous propose de parler de Russie et du conflit Russie-Ukraine et de voir les conséquences qu'on pourrait en attendre à la fois sur les valeurs russes et sur les marchés en général. Donc avant d'aborder ces sujets, un point géopolitique où je vais vous dire un peu ce que je pense de la situation, des origines de ce qu'on observe en ce moment. Bon, en matière de relations entre pays, il y a deux façons d'aborder les relations. Il y a une façon adulte et rationnelle qui voudrait que lorsqu'on a une relation avec un autre pays, on juge en fonction des intérêts de son pays, de ses intérêts, et qu'on cherche à établir des relations intelligentes, relations commerciales, de bon business avec l'autre ou les autres pays sans se mêler de leurs affaires intérieures. En tout cas, c'est ce qui me semble le plus rationnel, le plus normal. Malheureusement, c'est pas du tout comme ça que les États-Unis et une grande partie de leurs alliés procèdent. Ils sont encore dans un complexe de supériorité un peu enfantin, ils n'arrivent pas à se comporter en adultes en fait. Et donc ils s'estiment supérieurs et ils veulent absolument exporter dans le monde entier leurs valeurs jugées parfaites de civilisation universaliste, de droits de l'homme, etc. Ce sont des valeurs qui sont adaptées à certains pays, à certaines civilisations, à certaines cultures, et qui ne fonctionnent absolument pas dans d'autres pays, dans d'autres cultures. Et à ce moment-là, c'est une lourde erreur de vouloir les imposer ou de désigner ceux qui ne veulent pas se conformer à ces valeurs comme des méchants, et en ayant à ce moment-là un comportement émotif et non rationnel. C'est malheureusement ce que les États-Unis font avec la Russie depuis que Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir. Dès le départ, ils ont catalogué Vladimir Poutine comme entre guillemets méchant souverainiste, contraire à leurs belles valeurs universalistes, et du coup ils l'ont ostracisé, ils ont ostracisé la Russie, alors que depuis la fin des années 90 et à l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, la Russie était tout à fait bien disposée vis-à-vis de l'Occident. Elle était prête à faire un business, avoir des relations commerciales fructueuses et normales avec l'Occident, de façon tout à fait ouverte. Et malheureusement, les États-Unis et leurs alliés ont fait tout leur possible pour contrer cela et pour précipiter la Russie dans les bras d'autres pays, Chine, Iran, ce qui est au final complètement contraire aux intérêts de l'Occident. Donc voilà, faut pas oublier quand même que Joe Biden a eu des déclarations complètement irrespectueuses et complètement enfantine de cours de récréation vis-à-vis de Poutine. Il a dit vous êtes sans âme, vous êtes un tueur, etc. Et il est un tueur, il en paiera le prix. Enfin, c'est complètement insensé comme déclaration. Vladimir Poutine, lui, c'est un dirigeant adulte, donc il n'a même pas jugé bon de réagir particulièrement à ça. Mais maintenant, il sait qu'il a face à lui des pays hostiles vis-à-vis de sa personne, qui veulent sa perte. Donc il cherche logiquement à se protéger de cette menace puisqu'il est concerné personnellement. Ce qui est une énorme erreur de l'Occident, évidemment, mais c'est comme ça. Donc l'histoire de l'Ukraine, en fait, c'est pas du tout une volonté expansionniste de la Russie, une volonté de reconstituer l'ex-URSS, etc. C'est beaucoup plus prosaïque. Faut bien comprendre que voilà, si un président occidental perd le pouvoir lors d'une élection, il n'y a pas de conséquences graves pour lui. Il aura une retraite à vie, il pourra faire des conférences un peu partout payées à prix d'or, monnayer son superbe carnet d'adresses auprès de divers lobbies, diverses entreprises, écrire des livres à succès comme Barack Obama l'a fait. Donc il aura quand même la belle vie. Si Vladimir Poutine perdait le pouvoir aujourd'hui dans un régime autoritaire ou relativement autoritaire, on va dire, qui est le cas de la Russie en ce moment, et qu'à la place il y a un opposant type Navalny ou autre qui arrive, il sait qu'il a de grandes chances à ce moment-là de finir dans une prison sibérienne et toute sa famille et tout son clan
avec ou subirait de grosses conséquences. Donc il y a la perception par Vladimir Poutine d'une menace existentielle au niveau personnel. Et ça va être plus fort que tout sentiment de grandeur de pays nationaliste, parce que c'est vraiment sa propre existence qui est en jeu. Donc il se dit très logiquement, donc Vladimir Poutine, que s'il laisse faire des révolutions de couleur en Ukraine, au Kazakhstan ou dans tous les pays limitrophes, à ce moment-là, quelques années plus tard, ces révolutions de couleur vont contaminer la Russie et il va se trouver menacé. Donc il peut pas laisser faire ça. On l'a vu au Kazakhstan, il a réagi très vite. Sans doute, assez probablement, il y a une influence étrangère. Et comme par hasard, après, il y a eu donc le début du conflit en Ukraine. Hein, c'est certainement pas fortuit, c'est certainement pas un hasard si il y a l'un qui suit l'autre. Je pense que là, Poutine s'est dit, on m'a menacé. Je vais devoir montrer à l'Occident que je vais pas me laisser faire, et c'est ce qu'il est donc en train de réaliser en Ukraine. Il y aura pas, à mon avis, d'invasion complète du pays. Il va juste vouloir peut-être faire un exemple, faire une action militaire limitée sur les frontières est-ukrainiennes, un petit peu comme ça s'était passé en Crimée, pour dire à l'Ukraine ne m'embêtez pas, et pour dire à l'Occident ne m'embêtez pas. Face à quelqu'un qui a peur pour son existence, les sanctions économiques ou autres, ça peut pas jouer, quoi. Ça n'a pas d'influence, parce que la menace sera toujours beaucoup plus forte que la récompense de ne pas avoir de sanctions. Il faut voir aussi que la Russie, c'est un pays qui est parfaitement capable de vivre relativement en autarcie. Il y a tout en Russie, en fait. Il y a le pétrole, le gaz, il y a les matières premières, il y a l'uranium avec le Kazakhstan, etc. Donc c'est pas un pays qui sera en manque si l'Occident cherche à couper les relations avec lui. Par contre, le reste du monde et l'Occident ne peuvent pas se passer du gaz et du pétrole russe. Faut bien comprendre que la Russie aujourd'hui, c'est un pays qui produit pratiquement 11 millions de barils par jour, c'est-à-dire plus que l'Arabie Saoudite, à peu près le même niveau que les États-Unis. Et si on enlève ces 11 millions de barils, tout de suite, vous aurez donc un cours du pétrole qui ira à 150 ou 200 $, et même à ce prix-là, le monde en manquera encore. Donc c'est complètement exclu. Et au niveau du gaz, c'est le deuxième producteur mondial. Les premières réserves mondiales, c'est encore plus marqué. Le monde ne peut absolument pas se passer du gaz russe. Donc on a clairement les États-Unis dans ce conflit n'ont pas vraiment les moyens de leurs ambitions, une fois de plus. Et je pense pas donc qu'il y aura des sanctions apocalyptiques qui seront prises à l'encontre de la Russie, ou alors de façon très temporaire. Au niveau des dates potentielles de démarrage d'un conflit militaire, alors ça, à mon avis, ça ne pourra pas se produire avant le début des Jeux Olympiques, puisque Poutine va se rendre en Chine où il sera invité d'honneur. Ça, c'est la conséquence encore de la politique occidentale d'avoir poussé la Russie, qui était notre allié civilisationnel, notre allié naturel, dans les bras de la Chine. Énorme erreur, mais peu importe. Donc il y aura cette cérémonie d'ouverture le 4 février, et s'il doit y avoir une invasion frontalière en Ukraine, ça se passerait plutôt à partir du 5-10 février, enfin même plus tard que le 5 février, on va dire aux alentours du 10-15 février, éventuellement en cas d'échec des négociations. Au niveau des conséquences sur les marchés à présent, alors si vous regardez ce graphique, on a à ce niveau-là, vous voyez ce que je suis en train de montrer là, c'est la baisse qui a eu lieu après l'invasion, à la suite de l'invasion de la Crimée, au moment de l'invasion de la Crimée, au début de l'année 2014, février-mars. Bon, il y avait une baisse de l'indice russe qui avait été significative, mais qui avait été très vite rattrapée, et quelques mois plus tard, on était au-dessus du niveau de début de crise. Après, on a eu par contre un crash complet de l'indice russe qui a perdu 50%.
qui n'était absolument pas due au conflit ukrainien, mais à l'effondrement des cours du baril, qui sont passés de 105 à moins de 45 dollars en 7 mois. Et là, bien sûr, sur un pays dont l'économie dépend beaucoup des hydrocarbures, ça a eu des conséquences terribles. Aujourd'hui, on est dans une situation tout à fait différente où pour l'instant, le cours du baril est tout à fait élevé. Donc les valeurs russes, Lukoil, Gazprom et autres tirent profit de cette situation. On a déjà pas mal baissé sur le tracker russe en 2 vagues. Donc il y a une vague de baisse avant conflit ukrainien où on est passé de 52 à 40 dollars sur ce tracker coté aux États-Unis, et une deuxième vague de baisse liée aux anticipations de conflit ukrainien où on est passé de 43 à 34 dollars. C'est possible que s'il y a vraiment un petit conflit temporaire en Ukraine, on aille toucher une zone par exemple aux alentours de 32 dollars vers la mi-février, qu'on aille encore plus bas, et à ce moment-là je pense que ça sera vraiment un excellent point d'entrée pour acheter des valeurs russes, parce que comme notamment du secteur des hydrocarbures, parce que vraiment le monde ne peut pas se passer une fois de plus du pétrole et du gaz russe. Donc à long terme, les valeurs russes du secteur de l'énergie sortiront toujours gagnantes de cette situation. Voilà pour ce point. Donc en résumé, je pense qu'il ne faut pas exagérer l'importance de ce conflit Russie-Ukraine. À mon avis, ça sera assez vite oublié d'ici quelques mois. Par contre, il y a une menace sur les marchés qui est beaucoup plus sérieuse, qui est la situation aux États-Unis. Donc le cycle qui commence à faiblir, qui commence à se retourner dans un contexte de bulle boursière massive sur le Nasdaq et sur le SP500. Et ça, à mon avis, c'est là que réside la vraie inquiétude, la vraie menace sur les marchés pour 2022.